Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents. J'imagine pour certains, ce n'est pas la première fois que vous venez à ces conférences que nous organisons. Donc du coup maintenant, une fois tous les mois, tous les 1 mois et demi en fonction des vacances et des sujets. On a un sujet qui est plutôt très intéressant et très riche, encore une fois, qui tourne autour du sujet de la data. Alors, on en entend beaucoup parler d'un point de vue plus personnel, du point de vue juridique, du point de vue réglementaire, du point de vue marketing, du point de vue de Facebook, Google, de plein d'enjeux en soi. Donc, on va quand même essayer en 1 heure d'aborder un maximum ces thèmes-là. On aura plusieurs intervenants, et notamment une société externe spécialisée dans tout ce qui est utilisation de l'information des data pour détecter des fraudes dans le domaine de l'assurance. Donc peut-être que ça vous parlera, j'imagine, par rapport à votre activité. Comme chaque fois, je vous propose qu'on fasse un petit point au début sur le programme We Digital, donc votre programme d'acculturation digitale, et un petit peu les principaux chiffres clés et l'arrivée très très prochaine du module 6. Donc Sophie et Fanny, du coup, pour venir nous présenter ça. Merci Cédric. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai reconnu plusieurs d'entre vous sur différentes conférences. Alors, donc, pour refaire un petit point au niveau des chiffres, on est aujourd'hui à près de 5300 badges obtenus en cumulé sur les 5 premiers modules de formation déjà lancés. Donc, on est assez heureux de ce chiffre. Et on a également plus de 5000 collaborateurs du coup, qui ont commencé leur module et près de 600 qui ont déjà leurs 5 badges à date. Comme disait Cédric, le module 6 va sortir très prochainement. Il va sortir cette semaine, je peux vous dire ça. C'est le dernier module en lien avec la donnée, avec les enjeux et les opportunités qu'elle comporte. Il y a également un challenge qui a été lancé, dont vous avez entendu parler sans doute pour la plupart d'entre vous, qui récompensera donc les 100 premiers certifiés du programme qui auront donc obtenu leurs 6 badges. Voilà. Au niveau de l'audience, qui a fait ces 5 modules? Bien, c'est bien. Bravo. Bravo, bravo. Qui n'a pas du tout commencé son programme? Non, personne. Cédric. Bon, d'accord, ok. Bon, après, vous avez le temps. Le challenge, c'était vraiment une petite incentive qu'on avait lancée. Après, n'ayez crainte, vous avez jusqu'à fin 2018 pour poursuivre votre programme. Et donc, il n'y aura pas de sujet au niveau des dates. Une question qui revient souvent, est-ce qu'il y a une date limite pour faire ces modules? Est-ce qu'il y a un temps limite? Non. Encore une fois, c'est jusqu'à fin 2018. Vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez, Vraiment, voilà, vous prenez le temps qu'il vous faut. L'important, c'est d'être au maximum régulier dans son parcours. Petit point également, avant de passer la parole à Sophie, on parle beaucoup du coup de comment on anime aujourd'hui les collaborateurs de Saint-Denis. Il faut savoir aussi qu'on va à la rencontre des collaborateurs de province. On a du coup 9 grandes maisons généralies à travers la France. On est déjà allé en voir 7. Donc on va en fait à la rencontre des managers pour leur proposer une présentation du programme, pour les faire un petit peu pratiquer l'outil et pour leur donner des bonnes pratiques et les outils qu'ils ont à leur disposition pour qu'ils puissent poursuivre leur programme et que leurs collaborateurs puissent s'investir au mieux dans le programme. Donc voilà, donc aujourd'hui on est allé à Lyon, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, à Amiens, à Tours. On va demain à Strasbourg, également à Nantes et à Lille avant la fin de l'année. Voilà, je passe donc la parole à Sophie. Alors moi, je voulais partager aussi un point d'actualité avec vous qui est important, qui est une bonne nouvelle. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a un article dans Léo qui a été diffusé hier matin sur le fait que le 20 octobre dernier, Generali France a obtenu la validation de son dispositif d'évaluation We Digital par la Commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi. Donc c'est évidemment, il s'agit de la commission qui est dédiée aux sociétés d'assurance. Alors dans quel contexte est-ce que ça s'inscrit? Vous savez sans doute que du fait de la digitalisation croissante des activités des secteurs de la banque et de l'assurance, les entreprises ont l'obligation de certifier les compétences digitales de l'ensemble de leurs collaborateurs. L'objectif sous-jacent, c'est de renforcer l'employabilité à la fois interne et externe de ces collaborateurs. Et c'est à ce titre que les 147 000 salariés des sociétés d'assurance du secteur de l'assurance sont incités à
passer une évaluation, le cas échéant à se former dans l'optique d'obtenir leur certificat digital assurance. Dans l'article, on parle de CDA. CDA, ça veut dire certificat digital assurance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire obtenir le CDA? Obtenir le CDA, c'est obtenir une certification professionnelle qui est reconnue au niveau national. En fait, toute cette démarche qu'on a eue, qui s'est soldée par une décision positive le 20 octobre, c'était d'inscrire à l'inventaire de la Commission nationale de la certification professionnelle notre certificat digital Generali. Et donc, c'est évidemment quelque chose qui est intéressant à valoriser pour les collaborateurs qui peuvent le mentionner sur leur CV, sur leurs réseaux sociaux professionnels, etc. Voilà. Et puis, je voulais terminer en vous disant que, insister sur le fait que Generali France est aujourd'hui la première et la seule entreprise du secteur de l'assurance à avoir mis en place un accompagnement qui a été reconnu par la branche, un accompagnement et puis également cette démarche est en mesure aujourd'hui de délivrer le CDA. Voilà. Et puis, là aussi, je peux en témoigner puisque j'ai été présente le 20 octobre. C'est vraiment un programme qui a été très chaleureusement salué par à la fois la FFA, la Fédération française de l'assurance, et puis les organisations syndicales des salariés qui étaient largement représentées le 20 octobre et en amont au cours de toutes les réunions préparatoires autour de l'obtention du CDA reconnu par la profession. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous référer à l'article dans les hauts. Merci. Merci Fanny, merci Sophie pour cette introduction, effectivement ce point à date. Donc effectivement, alors je me représente, mais même si pour certains d'entre vous qui sont peut-être déjà venus à des conférences, vous avez peut-être malheureusement trop l'habitude de me voir. Donc effectivement, moi je travaille pour The Persuaders, je suis directeur général de The Persuaders qui accompagne Generali sur la mise en œuvre de ce programme We Digital, donc depuis 2016 désormais, donc depuis qu'on a mis en place le Digital Assessment, les modules de formation et ces conférences. Avant d'accueillir Hélène Ndiaye, qui viendra du coup parler de un peu comment ça se passe chez Generali autour de ces questions-là, et également Antoine Javelot de la société Shift Technology, qui nous donnera un petit peu son œil extérieur sur des problématiques liées à la donnée actuellement. Je vous propose une petite introduction pour débarbariser un petit peu ce thème qui peut faire peur, parce qu'effectivement, quand on parle de la donnée, on parle de plein de choses. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise n'existe que si elle sait utiliser l'information qu'elle a sur des clients, sur des prospects, sur des gens qu'elle adresse. Parce que toute la démarche, beaucoup de démarches que vous avez en termes de relations, en termes de marketing, en termes de commercial, de prospection, se basent sur la bonne finalement utilisation de l'information que vous avez pour pouvoir mieux cibler les actions que vous mettez en place. Mais plus largement, finalement, nous sommes tous, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous ici, nous sommes tous faits d'un cœur, a priori, de deux pieds, de deux mains, d'une tête, mais nous sommes faits de chromosomes, d'un ADN qui séquence qui vous êtes. Chacun, quand on est, vous êtes finalement le fruit de toutes petites atomes, de toutes petites molécules au sein de votre corps, qui sont au sein de cellules qui sont innombrables, qui sont des millions, des dizaines de millions, des millions de millions finalement. Et on a arrivé, on ne sait pas, mais en tout cas, on est chacun finalement, notre génome, votre patrimoine génétique est encodé. Et chacun, finalement, nos gènes encodent qui on est, la couleur de nos cheveux, la taille que l'on va faire. On est effectivement le fruit du contexte dans lequel on est, mais on est également le fruit du patrimoine génétique. Mais finalement, aujourd'hui, les très grands acteurs que sont Google, que sont IBM, que sont même Apple, sont intéressés, sont les pionniers aujourd'hui, parce que quand on parle du génome humain, vous pouvez peut-être dire c'est peut-être des instituts de recherche, des scientifiques qui travaillent sur ces questions-là. Oui, c'est des scientifiques qui travaillent sur ces questions-là, mais qui sont d'abord finalement salariés de ces grandes entreprises que l'on n'imagine pas du tout finalement experts de ces sujets-là. Google, Apple ou IBM que j'ai cité, vous les catégorisez comme OK, ils font de l'informatique ou ils font un moteur de recherche, ce n'est pas du tout leur domaine. Si, aujourd'hui, vous pouvez finalement demander à ces sociétés-là qu'elles conservent votre génome. Alors, ça pose des questions. Vous dites, mais c'est une société qui est privée, c'est une société qui n'est pas française, qui n'est pas européenne, mes données très personnelles, je parle de mon génome humain, elles sont hébergées où? Quels droits d'utilisation ils ont?
qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ces informations-là. Donc quand on touche à la santé, au corps humain, à qui on est chacun d'entre nous, ça peut aller extrêmement loin. Et donc ça peut faire peur. Donc on se dit aujourd'hui, finalement, la donnée, on peut aller extrêmement loin avec toutes les données que l'on a, mais s'il n'y a pas un minimum de réglementation à avoir juridique, éthique ou de conformité finalement par rapport à ces règles, finalement on peut entre guillemets faire tout et n'importe quoi avec toutes ces données que l'on a. Aujourd'hui, en tant qu'assureur, vous collectez tout un tas d'informations, mais vous avez l'obligation de respecter certaines règles juridiques. Et vous avez finalement un département chez vous qui a la charge de s'assurer que vous respectez bien finalement ces conditions réglementaires et juridiques. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas que le métier de base de Google, ce n'est pas de créer un moteur de recherche, ce n'est pas ça son métier de base, c'est de savoir finalement traiter des millions d'informations, des milliards d'informations et de vous les restituer via des algorithmes en quelques microsecondes. Ça nous est devenu évident presque que quand on fait une recherche sur un moteur de recherche, que quand vous tapez finalement une recherche, qu'en quelques microsecondes, les résultats de recherche que vous allez avoir seront personnalisés en fonction de l'algorithme que Google a mis en place, mais qui prend en compte plus de 250 critères différents, dont votre localisation, dont votre historique de navigation, dont votre âge, parce que Google a déjà toutes ces informations-là. Et vous ne le savez peut-être pas, mais finalement, quand vous naviguez sur Internet, quand vous surfez sur Internet, on laisse tous des traces, finalement, qui sont enregistrées, qui sont enregistrables et qui sont exploitables derrière par des sociétés à des fins commerciales et publicitaires notamment, mais également des fins expérientielles. Le but étant de vous proposer finalement une expérience qui est personnalisée, qui est différente en fonction de qui vous êtes vous. Quand vous faites une recherche, les résultats de recherche sont personnalisés en fonction des recherches précédentes que vous avez pu faire. Est-ce que c'est nouveau en soi? Alors, on entend beaucoup parler aujourd'hui du phénomène de la big data. Ça fait peut-être 2, 3, 4 ans dont on entend beaucoup parler de ça. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, des prestataires, des éditeurs de logiciels qui viennent sonner à vos portes en utilisant ces mots d'intelligence artificielle, de big data. On se dit, oulala, jusqu'où on va? Mais finalement, le data marketing est lié presque à l'arrivée de l'informatique dans les entreprises, dans les banques et dans les assurances. Le fait de pouvoir finalement dématérialiser l'information pour pouvoir rendre plus facilement archivables et accessibles ces informations-là. Mais finalement, c'est le fait qu'aujourd'hui, on doit prendre en compte de plus en plus d'informations et que le délai où on collecte l'information, le délai où on l'enregistre, le délai où on la traite et le délai où on exploite l'information doit être super court. C'est-à-dire que c'est presque en temps réel qu'aujourd'hui, il faut savoir collecter l'information et il faut savoir l'exploiter. Une information que vous aurez collectée sur une personne qui date d'il y a 5 ans, 6 ans, elle est peut-être fausse, en fait. Parce que la personne a changé de ville, elle a divorcé, elle a changé de métier, elle a changé de situation. Donc la durée de vie d'une information, elle est potentiellement courte. Aujourd'hui, quand vous avez une relation marchande avec n'importe quelle entreprise, cette entreprise-là va récolter des données d'achat. Je sais que vous avez acheté ce produit-là tel jour sur mon site web. Okay, c'est une donnée d'achat. Je vais récolter des données déclaratives. Généralement, quand vous achetez un produit, on vous demande de renseigner tout un tas d'informations, votre nom, votre prénom, votre adresse de livraison, le prénom de votre femme, le nombre de chiens que vous avez. Certains n'hésitent pas à demander une liste assez exhaustive d'informations, tout en respectant les conditions de la CNIL, où on n'a pas le droit de demander certaines informations quand elles sont hébergées en France. Et puis, aujourd'hui, surtout, il y a les données qu'on appelle comportementales. Les données que vous ne dites pas, donc pas des données déclaratives, mais des données comportementales qui vous trahissent presque. Non, je n'ai pas été naviguer sur ce site-là. Oui, mais en fait, dans ton historique de navigation, je vois que tu as été voir ce site-là. Donc, vous pouvez de manière déclarative me donner une information qui est fausse, mais votre comportemental, lui, il ne triche pas et il m'assure finalement que vous avez bien été voir ce site-là. Donc, aujourd'hui, finalement, c'est le fait qu'on a de plus en plus de données exploitables, voire à exploiter, qui amène les entreprises à mieux réfléchir finalement les règles, les conditions, ce que l'on veut faire. Avoir beaucoup d'informations, ce n'est pas intéressant. Avoir une information utile que l'on va utiliser, ça, c'est un peu plus intéressant. Mais pour faire cela, faut-il encore savoir ce que l'on cherche? Avoir des énormes bottes de foin, c'est très bien, mais si l'aiguille, vous ne savez pas que c'est une aiguille que vous êtes en train de rechercher, vous pouvez accumuler des bottes de foin autant que vous souhaitez en soi. On est finalement passé
de l'ère ce qu'on a appelé des Mad Men, donc dans l'univers de la communication. Peut-être que certains d'entre vous ont vu cette série qui détaillait un peu dans les années 60 les débuts des agences de publicité à Madison Avenue. C'est pour ça que ça a donné les Mad Men, et puis effectivement la notion de fou. C'est-à-dire que la communication avant, ça se basait sur de l'intuition. Je pense que cette pub marchera parce que j'ai l'intuition que ça devrait fonctionner. Ben aujourd'hui, l'intuition, ok, c'est important, mais les données rationnelles, les données scientifiques, finalement aident à prendre des décisions. Quand on crée une boîte, quand on lance un service, on fait une étude de marché, on fait des analyses, et on va essayer finalement de baser une stratégie, un raisonnement, une décision sur des chiffres rationnels qu'on va essayer d'interpréter. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est nécessaire dans l'entreprise d'avoir des gens qui sont experts de l'information, experts de l'exploitation des informations, que parfois on appelle des data analystes. Donc, ce n'est pas uniquement des gens qui sont là pour vérifier que les colonnes et les tables dans les fichiers Excel ou quel que soit le logiciel que vous utilisez se remplissent bien, mais ce sont des analystes. Ce sont des gens qui sont en capacité de comprendre l'information, de savoir où trouver l'information, de savoir créer les algorithmes, donc les règles de recherche pour trouver l'information qui m'intéresse. Je le redis encore une fois, collecter de l'information, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Savoir quelle information me sera utile en fonction de ce que je souhaite faire, c'est tout de même mieux. Donc c'est pour ça que les algorithmes, finalement, qui sont des sortes de règles mathématiques plus ou moins complexes, permettent de définir ces règles-là. Aujourd'hui, on est même passé à ce que certains appellent le marketing prédictif. C'est-à-dire qu'on va prédire, avant même que vous ayez émis un besoin, avant même que vous, en tant que consommateur, que citoyen, vous ayez émis un besoin, je peux prédire ce qui va se produire. Google, par exemple, a la capacité de prédire comment va évoluer la grippe. Dans quelle ville il y aura le plus de gens qui seront atteints de la grippe. Ils peuvent le prédire avant même que ça arrive. Ah, vous allez me dire comment ils font. Je ne sais pas, je ne travaille pas pour eux. Et puis, bien évidemment, je vous imaginez que c'est leur petite recette interne, mais en tout cas, ils ont la capacité pour. Donc aujourd'hui, quand vous maîtrisez l'information, que vous maîtrisez la capacité à interpréter, à exploiter intelligemment une information, vous avez une capacité à créer des produits, des services très puissants qui vont intéresser tout un tas d'entreprises tierces qui veulent pouvoir accéder à ces données-là. Peut-être que vous, en tant qu'assureur dans le domaine de la santé, ça vous intéresse de pouvoir accéder à ces informations-là, de pouvoir dire finalement, la grippe, dans quelle ville en France, dans quelle région en France, les gens seront plus atteints de la grippe en 2018. Parce que ça peut anticiper finalement tout un ensemble de processus ensuite internes à l'entreprise. Donc le prédictif, c'est ça. C'est de prédire quelque chose qui va arriver. C'est vieux comme le monde. La météo, c'est un peu de la prédiction, plus ou moins vrai. Mais ça se base également sur de l'expérience, sur savoir ce que l'on cherche, définir son objectif, et puis exploiter tout un tas d'informations, et puis des gens qui sont suffisamment intelligents, des météorologues, qui savent interpréter une information. Vous et moi, on voit une carte, on se dit « Ok, elle me dit que l'anticyclone, le machin, tout ça, ça ne me parle pas. » Mais parce que eux, c'est leur métier, qu'ils ont l'expérience, ils savent interpréter et anticiper finalement ce qui peut se produire. Alors, depuis quelques mois, maintenant, on entend parler d'une règle, d'un ensemble de règles plutôt, qui vont arriver, qui vont être obligatoirement devoir être mis en place dans les entreprises au mois de mai 2018. Mai 2018, c'est demain, ça va arriver extrêmement vite. Un ensemble de règles, finalement, qui entendent, au niveau européen, on a la CNIL en France, mais chaque État au niveau de l'Europe a finalement l'équivalent de la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, qui est là pour définir un ensemble de règles sur vous protéger, vous en tant que citoyen, consommateur et internaute, sur que les entreprises n'aient pas le droit de faire ce qu'elles veulent avec l'exploitation des informations. Je vais prendre un exemple qui est très simple. Quand vous vous abonnez à une newsletter sur un site, ou quand vous vous abonnez, quand vous créez un compte sur un site, généralement, on vous met une petite case en dessous en disant « Est-ce que vous souhaitez recevoir de l'information de la part de ce site-là » Si vous cochez la petite case, vous recevrez des emails et une newsletter de la part de ce site. Si vous ne cochez pas la case, cette entreprise n'a pas le droit de vous envoyer une newsletter ou des informations. On appelle ça la règle de l'opt-in. J'ai coché la case. Cette règle-là, qui est vraie en France, au Luxembourg, notre voisin, elle est différente. Eux, ils ont la règle de l'opt-out. C'est-à-dire que la case, par défaut, quand vous arrivez sur votre page, la case, elle est déjà faite. Et c'est à vous de décocher la case pour dire « Oui, non, je ne souhaite pas recevoir cette newsletter ». Ça peut paraître assez anodin en soi,
mais c'est une règle qui est différente et dont le résultat va être différent. Parce qu'une majorité des gens, peut-être, ne font pas attention à la case et vont oublier de décocher la case. Donc, par défaut, ils seront inscrits finalement à la newsletter de ce site. Donc, c'est pour ça que les CNIL européennes essaient de définir un ensemble de règles pour essayer de protéger un petit peu l'exploitation de ces données-là. On aura l'occasion d'en reparler. La phrase que j'ai mise, elle est très, très complexe en soi. On parle de sous-traitance, de prestataire. Mais en gros, c'est à peu près ça que j'ai expliqué et on aura l'occasion d'en revenir avec nos deux intervenants. Aujourd'hui, ce qui est plus ou moins bien, c'est que ces grands acteurs, Google en l'occurrence, Facebook aussi, ont plus ou moins l'obligation d'être un peu transparents, de vous expliquer un peu ce qu'ils font. Alors, vous comme moi, personne d'entre vous ne prend le temps de consulter les CGU, les conditions générales d'utilisation quand on s'inscrit sur un site. Mais néanmoins, il y a déjà tout un ensemble de règles qui sont expliquées dans ces CGU qui disent quel traitement ils vont faire de l'information finalement qui est collectée lorsque vous naviguez, lorsque vous souscrivez une offre sur un site. Sur Google, par exemple, vous avez la possibilité de pouvoir accéder à tout votre historique, tout ce que Google sait de vous lorsque vous utilisez un smartphone équipé de Android, lorsque vous naviguez avec Chrome, lorsque vous faites des recherches sur leur moteur de recherche. Vous avez derrière le droit, et il y a l'URL je crois qui est affiché quelque part, vous avez le droit finalement de pouvoir accéder à un énorme fichier zip, en gros c'est globalement ça, avec toutes les informations que Google a sur vous à un instant T. Alors, il vous l'envoie dans un format qui n'est pas très exploitable, volontairement, de la même manière que les CGU sont généralement rédigés dans un langage qui n'est pas très digeste en soi, justement pour vous dire, t'embête pas, ne lis pas ce truc-là, fais-nous confiance. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces entreprises? On va essayer en partie, avec cette question-là, et puis bien d'autres questions, d'y répondre. Donc, je vous demande d'accueillir Hélène et Antoine Decou, donc Hélène, membre du COMEX Generali France, et puis Antoine Javelot, donc data scientist chez Shift Technology. Et nous avons également Marine Nguyen dans la salle, donc directrice de la conformité, qui, si vous avez des questions également sur l'aspect vraiment conformité, elle se fera un plaisir également d'y répondre. On peut applaudir nos deux intervenants. Voilà. Merci du coup d'avoir répondu présent à cette invitation et à parler d'un sujet qui est très très large, effectivement. Donc on a essayé de travailler un petit peu en amont, en toute transparence avec vous, on a essayé un peu de travailler en amont un petit peu sur ces questions. Et puis les questions sont très nombreuses. Je vais en poser quelques-unes. L'idée c'est qu'on se garde un petit peu de temps après si vous avez des questions un peu plus précises également à demander. Première question pour vous, Hélène. Du coup, aujourd'hui, donc Generali France, tout le monde connaît à peu près Generali France, hein, a priori. Donc votre métier d'assureur aujourd'hui passe par le fait d'avoir des assurés, des entreprises, des salariés, des indépendants, des personnes citoyennes finalement, et vous avez tout un ensemble d'informations aujourd'hui autour de ces personnes-là. Et notamment, l'un de vos métiers, c'est également de prévenir les risques, de faire de la prévention. Aujourd'hui, comment vous exploitez les données que vous pouvez avoir pour mener à bien cette mission, et notamment cette mission de prévenir certains risques? Justement, avant de répondre sur la prévention, je veux revenir sur la notion de prédiction qui est hyper intéressante parce que finalement, et ça rejoint ce que vous disiez, prédire les sinistres, c'est ce qu'on fait depuis le début de l'assurance, ni plus ni moins. Donc la révolution du big data, c'est juste avoir plus d'informations pour faire mieux ou différemment le métier qu'on faisait déjà, hein, puisqu'on était déjà dans la prédiction. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et effectivement, le big data, vous avez complètement raison, va plutôt nous aider, et je reviendrai après là-dessus, en prévention. Les axes de prévention sont bien plus nombreux à l'aide du big data que sur l'estimation du risque en lui-même. Parce qu'on a beaucoup parlé du big data, de toutes les informations personnalisées que ça pourrait donner, mais ça pose un certain nombre de questions que l'assureur doit absolument se poser. La première, c'est une question sociétale. Donc, est-ce qu'on a droit d'utiliser toutes les données et quelles sont les limites que l'on se donne en tant qu'assureur d'utilisation de ces données? Et ça, c'est une question fondamentale qu'on est obligé de se poser. Au-delà de la CNIL et de GDPR, on n'a pas envie d'utiliser certaines données personnelles, et notamment parce qu'il y a un fondamental dans l'assurance qui est qu'on ne doit pas rendre des gens de facto inassurables.
Parce que si vous tirez le fil jusqu'au bout de la multiplication des données, etc., d'une personnalisation, d'une individualisation du tarif d'assurance, ça voudrait dire que des gens qui habitent en bordure de Seine, dans une zone inondable, où il y a une multiplication de phénomènes de grippe, où il y a beaucoup de vols, etc., se verraient appliquer une prime d'assurance qui serait insupportable pour lui. Et c'est complètement contraire au principe de l'assurance, qui est un principe de mutualisation. Donc déjà, d'un point de vue sociétal, on a une limite qui s'impose à nous, qui est on ne doit pas rendre des gens inassurables. Et de toutes les façons, d'un point de vue mathématique, et j'ai bien aimé votre image, ça ne marcherait pas, puisque l'assurance repose sur la mutualisation. Donc il faut que de toutes les façons, on calcule une prime qui corresponde à un groupe d'assurés et pas à une seule personne. Une probabilité individuelle, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que vous avez une probabilité de 2% d'avoir un sinistre auto que ce n'est pas demain ou tout à l'heure, en sortant, en prenant votre voiture, vous n'aurez pas le sinistre qui coûtera des millions parce que ça sera un sinistre corporel. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas applicable au niveau de l'individu. Donc ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête, c'est que le big data a des limites et sociétales et mathématiques. Et que, effectivement, on va beaucoup plus l'exploiter dans la façon dont on va rentrer en contact avec le client, dont on va mieux le connaître, dont on va peut-être lui pousser des offres plus adaptées à ce qu'il veut. Par exemple, si on voit qu'il se connecte plusieurs fois sur seloger.com, c'est qu'il cherche un nouveau logement. Or, nous, on sait que le moment de fragilité pour un assuré en MRH, c'est le moment où il déménage. Et donc, si on est capable d'anticiper, comme vous l'avez dit sur le marketing prédictif, c'est-à-dire si on est capable d'anticiper que cette personne va déménager, on va pouvoir lui rentrer en contact avec lui, chose que l'assureur traditionnel faisait très mal ou carrément pas du tout. Le seul point de contact qu'il avait, c'était au moment où on souscrivait, éventuellement quand il payait des primes s'il était mauvais payeur, et au moment où il avait des sinistres. Mais entre les deux, il ne se passait rien. Et donc, le big data va nous donner la possibilité de voir vivre notre client à l'extérieur des points de contact habituels qu'on a avec lui. Donc, c'est vraiment là la première force. Et la deuxième force, c'est que ça va nous permettre de simplifier l'entrée en contact. On a d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un des data scientists de Generali qui est là et qui a travaillé, qui pourra en parler un peu plus tard, mais on a énormément de données en open data, des données sur les ouvertes à tous. Ouvertes à tous. Il faut savoir que ce qui est très étrange en France, c'est que on a à la fois la réglementation la plus stricte et à la fois le nombre de données publiques ouvertes à tous la plus importante. Donc ça, c'est un paradoxe un peu de la réglementation française, mais ces données qui sont ouvertes à tous, donc ça peut être des données santé, donc elles sont anonymisées, ça peut être des données géographiques, etc. Nous, elles nous servent beaucoup à simplifier le process de communication avec l'assuré. À partir d'une simple adresse, on est capable de tirer toute une série d'informations, là où normalement, avant, on posait 25 questions à notre assuré, on pourrait peut-être en poser que 5, parce qu'en recoupant ces informations avec des données externes, on va pouvoir les avoir. Donc les intérêts, pour moi, ils sont effectivement en prévention, ils sont en point de contact avec le client et ils sont en simplification de ce point de contact. Ça marche. Antoine, du coup, merci d'être présent. Alors moi, quand j'ai préparé cette table ronde, Shift Technologies, je ne connaissais pas. Je crois savoir que vous travaillez depuis quelques semaines désormais avec Generali. Shift Technologies, en quelques mots, alors j'ai cru voir que du coup, vous étiez notamment expert dans la détection de fraude à l'assurance en sachant démêler dans des informations, éventuellement des informations qui seraient incohérentes. Et c'est comme ça que vous pouvez réussir à détecter des potentielles fraudes. C'est en gros ça ou j'ai rien compris? C'est ça à peu près. Ok. Donc juste pour peut-être présenter très rapidement Shift Technologies. Donc Shift Technologies, on est une jeune société française qui travaillons essentiellement sur la fraude, la détection de fraude à l'assurance. Et donc ça fait effectivement depuis septembre qu'on travaille avec Generali, donc avec les équipes de Maxence et de Marianne Guyenne. Donc nous sommes une société qui a développé un produit de détection de fraude à l'assurance qui repose sur des dernières avancées en matière de big data et de machine learning pour modéliser le raisonnement en fait, d'un gestionnaire antifraude, c'est-à-dire détecter dans les données les faisceaux d'indices, les faisceaux de concordance qui feraient qu'une déclaration de sinistre serait suspecte aux yeux d'un gestionnaire. Ça serait quoi typiquement? Moi qui connais moins votre métier que certains d'entre vous qui sont dans la salle, ça serait quoi les signaux faibles ou les signaux forts qui pourraient me mettre sur une piste? D'accord. Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de partir d'un constat humain. C'est-à-dire qu'on a vu, quand on a créé la société,
on s'est rendu compte en fait qu'on avait beaucoup de concurrents potentiels qui faisaient en fait de l'analyse pure et dure de données. C'est-à-dire qu'ils allaient sortir une alerte sur un assuré en disant attention, cet assuré a eu un sinistre le lundi matin, un sinistre d'une valeur d'à peu près 5 000 €, il a entre 25 et 30 ans, c'est un homme, c'est statistiquement de la fraude. Le problème, c'est que si vous donnez cette information à un gestionnaire de sinistre, il ne va rien pouvoir faire avec. Enfin, on ne va pas pouvoir appeler son assuré et dire désolé monsieur, vous avez entre 25 et 30 ans, je ne peux pas accepter de payer ce sinistre. Donc on est parti du principe qu'en fait, il fallait partir d'un raisonnement humain, de quelque chose qui soit intelligible et fondé sur ce qui existait déjà. Donc par exemple, un cas de fraude que je pourrais vous citer, c'est si on constate qu'un assuré a eu plusieurs sinistres assistance, donc plusieurs dépannages, et ensuite une modification de police qui pour du coup vers une couverture vol-incendie, et ensuite une perte totale de type vol, on peut suspecter qu'en fait son véhicule était en mauvais état et qu'il a essayé de s'en débarrasser. Donc, c'est ce genre de choses qu'on fait. Donc, comment ça marche plus concrètement? En fait, nous, on va agréger plein de données collectées par l'assureur auprès de ses clients au cours du cycle de vie en fait, du client. Donc, des données de type police, des données de type sinistre. On va ensuite nettoyer ces données et les agréger dans un modèle de détection qu'on a développé justement spécifiquement pour l'assurance. On va analyser ces données, et donc notamment les données qui sont relatives au sinistre, mais aussi à l'historique de l'assuré, c'est-à-dire ses sinistres précédents, les modifications qu'il a fait sur sa police, les relations qu'il peut avoir de déclarer dans sa police d'assurance. Et lorsqu'on identifie justement ces faisceaux d'indices, on va émettre une alerte, et une alerte qui ne sera pas juste un indicateur ou juste attention, c'est suspect. On va envoyer une alerte qui va dire attention, là on suspecte que l'assuré est en train de se débarrasser de son véhicule en mauvais état, et on va lister l'ensemble des éléments qui vont nous faire arriver à cette conclusion pour que derrière la gestion soit facilitée. D'accord, ok, ça marche. Ok, donc j'ai compris à peu près votre métier. Aujourd'hui, par rapport aux données, tout à l'heure, effectivement, on disait que les entreprises, de manière globale, dans l'assurance, mais pas que dans l'assurance, ont de plus en plus de données qu'elles possèdent elles-mêmes, mais également accès à des données tierces qui sont ouvertes et qui sont accessibles à tous. J'ai également évoqué tout à l'heure, quand j'ai parlé des données comportementales, que Facebook, Google, mais d'autres grandes sociétés du web amassent des quantités de données comportementales sur tout ce que l'on fait, parce que Google est partout dans notre vie numérique, dans notre téléphone, dans notre recherche, dans notre navigateur, dans les objets connectés, les assistants virtuels qui commencent à apparaître dans les maisons et autres. Aujourd'hui, vous, d'un point de vue totalement indépendamment finalement de votre activité chez Shift Technologies, comment vous voyez le poids pris par ces sociétés américaines privées dans la captation de données qu'elles ont sur des citoyens, des consommateurs, des internautes? Alors, pour nous, on pense que aujourd'hui, l'existence des acteurs, des mammouths du big data aujourd'hui, comme Google et Facebook, c'est une réalité qu'on ne peut plus ignorer. On considère que c'est à la fois une opportunité extraordinaire pour tout ce qui est le big data, parce que c'est une source de données inépuisable, que ce soit pour nous ou pour les assureurs. Mais par contre, on pense qu'il faut faire très attention, parce que derrière, ça induit des risques, ça induit peut-être des déviances qu'il faut encadrer, et c'est pour cela qu'on a des réglementations en France qui existent, et notamment, par exemple, aujourd'hui, la réglementation française nous interdit à nous, Shift Technologies, d'utiliser les données qu'on pourrait collecter sur Facebook pour faire de la détection de fraude. On n'a pas le droit de le faire de manière automatique. Mais est-ce que du coup, ça ne crée pas finalement un fossé entre les entreprises françaises qui pourraient être hyper réglementées et des sociétés finalement qui hébergent les informations dans des paradis web, presque finalement, et qui ont le droit d'exploiter des données qu'on n'a pas le droit d'exploiter en France? Je prends un exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, quand vous êtes inscrit sur Facebook, Facebook vous a demandé vos opinions religieuses, vos opinions, vos préférences sexuelles, vos opinions politiques, chose que normalement on n'a pas le droit de demander et d'héberger en France. Sauf que Facebook, accessible à tous, et quasiment tout le monde, j'imagine, est quasiment inscrit dans la salle, a le droit, lui, de demander ces informations. Est-ce que ça ne crée pas du coup un décalage et du coup un retard potentiel si on hyper-réglemente le marché français? Alors oui et non, dans le sens où oui, on peut avoir un retard. Après, comme je disais, la réglementation existe, et la réglementation GDPR en particulier s'applique à l'ensemble des prestataires qui stockeraient les données de citoyens français ou de citoyens européens. Donc, européens, oui, pardon. De citoyens européens. Donc à partir de là, en fait, même s'ils stockent les données dans des paradis à l'étranger qui ont des réglementations particulières sur les données, ça reste... Si un prestataire comme Shift Technologies utilise ces données en passant par cette réglementation étrangère, on reste dans l'illégalité en France, en tout cas en exerçant nos activités en France.
Ok, ça marche. Du coup, j'ai évoqué effectivement qu'il y avait plein de nouveaux moyens de pouvoir capter de l'information. Il y a les assistants virtuels, il y a Alexa, Google Home, il y a la voiture connectée de plus en plus, on entend parler de ça, de la domotique connectée, des bracelets connectés, de tout un tas de supports. Je crois savoir que chez Generali, il y a une offre ou en tout cas un programme, je crois, qui existe autour de la santé connectée. Est-ce que justement, vous le voyez plutôt comme, Hélène, comme une opportunité formidable ou comme des risques? Et encore une fois, il faut savoir créer une expérience satisfaisante finalement pour un potentiel assuré, tout en étant vigilant finalement sur les données que l'on va pouvoir accéder et utiliser. Vous avez bien résumé. Effectivement, il y a une partie opportunité des données qu'on peut récolter et une partie vigilance. Je vais donner un exemple avec la voiture connectée. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs assureurs français ont lancé une offre d'assurance avec un boîtier embarqué dans la voiture ou une application sur votre smartphone. Et puis, on vous le vend en vous disant je vous fais un rabais de prime et nous, on considère que vous aurez un comportement dans votre voiture qui sera tel que vous aurez moins de sinistres. Bon, apparemment, on a du mal à avoir de l'info parce que tout simplement, les assureurs ne veulent pas trop en parler parce que ça ne marche pas si bien. Parce que le lien, justement, c'est marrant ce que vous disiez tout à l'heure, le lien entre un comportement et un taux de sinistralité, il n'est pas démontré. C'est-à-dire que vous pouvez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez être un très bon conducteur, avoir une probabilité très faible de sinistre, mais demain, vous allez peut-être avoir un sinistre qui vaudra très cher. Donc en fait, il faut faire effectivement hyper attention à le fantasme qu'on a derrière cette analyse de comportement et une évolution du risque. Et ce qui marche a priori mieux serait plutôt de la prévention. Et nous, du coup, on va plutôt regarder ça sous des angles prévention. Alors, en auto, vous avez aussi des applis aujourd'hui qu'on est en train de regarder qui vous donnent plutôt en temps réel la façon dont vous devez conduire en fonction du niveau d'accidentologie, je ne sais pas comment ça se dit, d'accidentologie. Voilà. Il y a des personnes dans la salle. Du lieu où vous conduisez ou de la façon dont vous conduisez. Donc, ils vous donnent des alertes en temps réel. Ou alors, en habitation, vous avez de plus en plus de solutions avec des capteurs qui vont vous prévenir s'il y a une fuite, si il y a eu quelqu'un qui est rentré dans votre domicile, votre porte est ouverte, etc. Donc ça, c'est plutôt de la prévention. On travaille aussi, on a tout un programme avec des météorologues justement sur la prévention, sur des phénomènes type pluie, inondation, etc. qui coûtent très cher. Et ça, pour le coup, c'est plus vertueux parce que vous êtes en amont du sinistre. Parce que le lien, encore une fois, entre le comportement et le sinistre est beaucoup plus difficile à démontrer. Et en santé, notre programme, alors effectivement, il fait face à un point réglementaire qui fait qu'on n'a pas le droit d'avoir accès à des données individuelles en santé. Donc on a un programme Vitality, mais on n'a pas accès aux données. Et il est uniquement finalement en prévention et en fidélisation, puisqu'il consiste à dire vous avez un comportement donc qui est bien capté via une machine et qui dit que vous améliorez votre état de santé, mais ça n'a rien à voir avec votre prime d'assurance. Pour autant, il n'y aura pas d'impact sur votre prime d'assurance et en fonction juste de votre comportement de santé, vous aurez droit à des bons d'achat, à des réductions, etc. Donc c'est bien complètement distinct et je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la réglementation, à la fois on s'en plaint souvent, la CNIL, GDPR nous pose un énorme problème sur notre démarche de vente, puisqu'il faut avoir par défaut l'accord de l'assuré. Mais si on se replace du point de vue de l'assuré, on est bien content qu'on nous ait demandé notre accord. Et finalement, ça nous protège de déviance éventuelle d'utilisation de données dont on n'est même pas sûr mathématiquement qu'elle porterait ses effets. Vous avez tout à l'heure évoqué justement le partenariat potentiel que vous pouvez avoir avec des constructeurs automobiles, par exemple, qui ont la capacité aujourd'hui de récolter tout un tas d'informations sur mon comportement de conducteur. Je roule trop vite, je roule pas assez vite, je fais beaucoup de kilométrage. Et là, encore une fois, je peux vous dire en déclaratif que je fais 10 000 km par an, alors que finalement, je fais 100 000 km par an. J'ai lu ce matin que Tesla, société automobile donc nouvelle dans les voitures électriques de sport qui coûtent un petit peu cher, a, pas en France, mais aux États-Unis et au Canada, sa propre assurance. Parce que comme les données, ils les ont, qu'est-ce qui les empêche finalement de venir sur votre marché et de proposer le propre service et d'une certaine manière de disrupter, finalement, c'est un peu le mot à la mode, de disrupter finalement des sociétés traditionnelles comme vous. Est-ce que vous les voyez comme
un risque Renault, Citroën, Volkswagen demain? Malheureusement, vous avez raison, parce qu'on a beaucoup parlé des GAFA. On s'est dit les GAFA vont arriver dans le domaine de l'assurance, et puis on les a pas tellement vus arriver. Amazon, pour l'instant. Alors, il y a eu vaguement des tentatives, etc. Google, voilà. Par contre, les constructeurs automobiles, avec la voiture autonome surtout, parce qu'il y a la voiture connectée qui est le début, c'est juste, vous avez n'importe quelle voiture, vous mettez un boîtier, mais vous avez la voiture autonome. Se conduira seul. Seul, et du coup, qui repose la question de la responsabilité. En cas de sinistre, qui va être responsable? C'est plus le conducteur. Donc nous, en tant qu'assureur, qui c'est qu'on va assurer? C'est le constructeur, je sais pas, le département. Ou alors le prestataire du constructeur qui a peut-être fait une pièce qui exactement, a fait un défaut. le département où il y a eu une antenne défectueuse qui n'a pas envoyé l'information, etc. Donc en fait, ça va changer complètement le paradigme de l'assurance. Et malheureusement, la réglementation, pour l'instant, elle n'a pas émergé pour nous dire comment ça va se construire. Mais ce qui est sûr, c'est que demain, tout sera embarqué dans la voiture et que l'assurance va se déporter non plus vers l'individu, vers le conducteur, mais plutôt vers les constructeurs et tous les prestataires qu'il y aura autour. Alors après, vous dire comment, on le sait, on le sent venir, on commence à regarder, mais alors comment ça va se déporter, on ne sait pas encore. Antoine, tout à l'heure, en vous présentant, finalement, j'ai parlé que vous étiez un petit peu Shift Technologies spécialisé dans la détection de fraude. Est-ce que toutes les données, finalement, auxquelles vous avez accès aujourd'hui, que vous exploitez, peuvent avoir d'autres types de bénéfices pour des entreprises, d'un point de vue marketing, commercial ou autre? Absolument. D'abord, je voudrais dire que tout le challenge en fait, du big data aujourd'hui, c'est pas que de collecter et d'utiliser les données, c'est aussi et fondamentalement de les partager au sein des différentes directions d'une entreprise. En fait, on s'est rendu compte assez souvent que dans le cadre de notre activité, on avait à contacter différents départements qui ne communiquaient pas forcément entre eux. En fait. Et donc parfois, on a par exemple les données qui sont collectées au niveau de la gestion de sinistres qui ne sont pas exploitées au niveau du marketing ou l'inverse. Parfois, ça peut être intéressant pour la gestion de sinistre, par exemple, que les données qui sont collectées dans le cadre du connaissez votre client marketing commercial puissent être transmises au gestionnaire de sinistre pour que derrière, il puisse fournir un service encore plus sur mesure à une personne sinistrée. Donc, on a plusieurs... je pense fondamentalement que toutes les données qui sont collectées pourraient apporter beaucoup de choses aux assureurs. Tout d'abord, ça permettrait d'optimiser certaines choses qui sont réalisées. Par exemple, aujourd'hui, on a certains de nos clients qui nous demandent des choses qui n'ont rien à voir avec la fraude à l'assurance, qui vont nous demander, par exemple, d'analyser les données pour nous dire, OK, en cas de catastrophe naturelle, quel est le placement optimum de centres d'expertise mobile, par exemple? Si on doit déplacer des caravanes sur le terrain, où est-ce qu'on peut les positionner de manière optimisée? Pourquoi? Parce que derrière, c'est souvent assez rapide. En fait, vu qu'on concentre beaucoup de données, c'est assez rapide de nous demander l'information, plutôt que de devoir chercher en interne où sont situées ces différentes informations. Le deuxième point, et on en a déjà parlé effectivement, c'est la connaissance du client. C'est-à-dire que toutes ces données qui sont collectées permettent aujourd'hui d'avoir c'est une mine d'informations sur le client pour derrière fournir un service qui soit plus ciblé et une meilleure satisfaction. Donc, il y a un point sur lequel je veux revenir, et puis ça peut être intéressant effectivement que Hélène vous présentiez peut-être les projets qui existent en interne. Du coup, la donnée et la bonne exploitation de la donnée crée, vous l'avez dit, des nouveaux postes, enfin des nouveaux postes, en tout cas des nouveaux intitulés de postes, et on a parlé du data analyst par exemple, crée du coup un besoin organisationnel au niveau des processus différents en interne d'entreprise, parce qu'il faut partager l'information qui est captée à un endroit, mais qu'elle ne reste pas exploitée finalement au sein d'un seul département. Aujourd'hui, du coup, chez Generali, comment vous êtes organisé ou comment vous allez être organisé sur ces questions-là? Alors effectivement, avant de revenir sur là-dessus, je voudrais juste effectivement vous parler du programme Big Data chez Generali France. Et le programme Big Data, et ça rejoint complètement ce que vous disiez, il a plusieurs dimensions. Il a une première dimension qui est, alors que je vous ai dit que le nombre de données exploitables à l'extérieur, ce qu'on appelle open data, est juste colossal, je ne peux même pas vous donner de chiffres parce qu'il est difficile à recenser, on est dans une compagnie d'assurance où traditionnellement, quand on détenait la donnée, on avait du pouvoir. Donc ça s'appelle conduite du changement. C'est-à-dire, on ne peut pas être en open data à l'extérieur et en closed data à l'intérieur. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on a lancé tout un programme qui consiste à dire, on va partager nos données et ce qu'on vous demande, c'est d'être créatif sur l'exploitation. Parce que par contre, big data, c'est l'explosion en termes de créativité. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des idées sur l'exploitation de la donnée, pas de la détenir. C'est fini, la détention de la donnée, c'est juste derrière nous. Generali ne doit pas devenir une maison close. Exactement. Je ne l'aurais pas dit comme
comme ça, mais bon, alors on peut le dire comme ça. Mais c'est un peu ça, on ne va pas s'opposer au monde extérieur. Ça fait partie voilà, du programme de transformation, de digitalisation, c'est très important. Donc évidemment, ça demande des besoins, il y a des dimensions technologiques, donc on a lancé un programme avec l'informatique, parce que pour avoir toutes ces données dans un seul endroit, pour pouvoir les exploiter correctement, forcément, il ne faut plus avoir nos petits programmes Excel ou nos petits programmes ça ne marche plus non plus. Donc là, on a tout un programme pour avoir une vraie plateforme de big data sur lequel tout le monde pourrait se connecter, sur laquelle on va partager les données. Le deuxième aspect, c'est que, avant de parler de big data, on va parler de small data. Je l'ai dit tout à l'heure, si on veut pouvoir anticiper que le client va changer de logement, faudrait-il encore être capable de le détecter sur le web, de savoir que c'est notre client. Et donc, il faut s'assurer que les données qu'on a et qu'on récolte sur nos clients sont correctes. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas très bon. Donc, on a besoin de son nom, de son prénom, de sa date de naissance, de son adresse mail, de son numéro de téléphone. Donc, il y a tout un travail de sécurisation et d'adresse aussi souvent correcte. Il y a tout un travail de sécurisation des données qui est juste colossal, parce que ça, on ne l'avait pas dans notre ADN. On n'avait pas dans notre ADN de faire attention à la qualité des données qu'on remontait. Et puis après, effectivement, une fois qu'on a dépassé ces deux sujets-là, c'est le troisième sujet, comment on les exploite et comment on s'organise pour les exploiter. Donc là-dessus, on a fait le choix de se dire on ne veut pas créer une entité à part de Happy Few qui aurait la chance de faire des trucs un peu sexy sur la base de données, sur une belle plateforme, etc. Non, ça ne nous intéresse pas. On a envie que tout le monde y participe et on a envie surtout d'embarquer toute l'entreprise pour faire ça. Donc, on a lancé un programme Lab. Le slide qui est juste après. Alors, le slide qui est juste après, c'est les réalisations. Avant d'en arriver aux réalisations, juste le principe du Lab. Allez-y. Le principe du Lab qui a été lancé il y a 1 an et demi. Alors, je regarde Jean-Pierre, qui est un grand acteur de ce Lab. Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre, c'est notre data scientist. Si vous avez des questions à la fin. Ah ouais, à Jean-Pierre. En fait, donc on a lancé ce programme du Lab il y a 1 an et demi, et ça consiste en quoi? Donc, on choisit des projets. Alors, n'importe qui peut nous soumettre des projets au titre du Lab, donc des projets afférents au big data. Ça peut être des projets actuariels ou des projets de l'indemnisation ou des traitements de mails ou des traitements de photos, peu importe. Ensuite, on fait un appel à candidature. On fait des équipes de 3 personnes, pas plus, parce qu'on veut être sûr que tout le monde bosse, parce qu'au-delà de 3, il y en a toujours un qui bosse moins que les autres. Voilà, et on prend une équipe pluridisciplinaire, donc il faut quand même un peu aimer les stats et la donnée, mais bon, on ne demande pas de formation particulière, et il faut qu'il y ait dans ces personnes au moins une personne qui soit capable de reprendre le projet par la suite. Ensuite, on leur propose une séance de formation pendant 1 semaine assez intensive, donc aux méthodes de machine learning. Et puis après, ils ont entre 3 et 6 mois, selon la difficulté du projet, pour mener à bien ce qu'on appelle le proof of concept, donc le projet. Ça peut ne pas marcher, la question posée peut s'avérer ne pas marcher, peu importe, mais en tout cas, ils ont entre 3 et 6 mois pour mener ce projet, et ils le mènent à hauteur de 1 jour par semaine. Donc en général, il faut que le manager soit assez à l'aise avec ça, mais donc ils ont un lieu dédié et ils sont encadrés, c'est pour ça que je parlais de Jean-Pierre, par un de nos 2 data scientists de l'équipe technique assurance, mais les candidats peuvent venir de d'autres équipes, on a d'autres personnes. Et donc, à ce titre, puisque ça a été lancé il y a 1 an et demi, on a déjà des réalisations. Une des premières réalisations du Lab, puisque la première question qui avait été posée, c'est comment on simplifie notre processus de souscription. J'espère que vous êtes tous salariés de Generali France. Et je n'espère pas que vous avez essayé de souscrire par Internet, parce que franchement, moi j'ai essayé, au bout de 5 questions, j'ai abandonné, je ne savais même pas répondre. Donc aujourd'hui, il faut répondre à 20 questions, plus de 20 questions en MRH et à peu près 20 questions en auto, avec des questions sur le type de véhicule, etc. Donc les premières équipes du Lab ont réduit ce nombre de questions à 5 questions. Voilà. Donc l'étape d'après, ça va être de le mettre en ligne, évidemment. Donc il y a toute une stratégie. On ne met pas comme ça en ligne un nouveau produit Internet. Test, on bêta-test. Exactement. Et puis surtout, on regarde à quel client on s'adresse et comment on s'adresse. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est capable de réduire le processus de souscription ancien qui était 20 questions à 5 questions. Ça, c'est fait.
Ensuite, un autre exemple de choses qu'ils ont fait, c'est de l'analyse d'insatisfaction web. Donc, ils en ont fait de deux types. Ils sont allés regarder sur le web toutes les mentions de Generali qui étaient faites dans les sites, etc. Et ils ont fait une analyse automatisée, donc de texte, pour arriver à classer les origines des insatisfactions. Et ils l'ont fait aussi sur le NPS. Vous connaissez tous le NPS, vous faites tous vos appels mensuels, j'espère. Le Net Promoter Score. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est des personnes qui manuellement, une fois que le NPS est passé, que le client a répondu, affectent la cause d'insatisfaction à une typologie de cause qui est fixée en amont. Les équipes donc du lab ont créé un programme qui est capable de le faire tout seul. Une autre question qui nous a été posée, c'est qu'est-ce qui fait qu'on perd des clients pro-PE ? Vous savez que c'est un axe stratégique de développement qui est fort. Donc, ils ont fait toute une étude sur qu'est-ce qui peut anticiper le fait qu'un client pro-PE nous quitte. Et puis, on a d'autres types de projets, des projets d'auto-indemnisation. Alors, l'idée, c'est d'arriver à estimer via du machine learning sur des sinistres simples le montant du sinistre qui permettrait de dire au client, bah, vous avez un sinistre. Enfin, moi, ce dont je rêve, c'est on a un sinistre auto, un petit sinistre auto, le client, il prend une photo, il nous l'envoie et nous, on fait passer un programme derrière et on lui renvoie le chèque direct parce qu'on sait en avance... non, pas le chèque. Oh, non, le virement. Le chèque, c'est has-been. Oh là là, merde. Le chèque, c'est has-been. Paiement par Internet. Ah non, j'ai fauté, là, moins 1. Paiement par Internet, directement sur son compte, le montant de l'indemnisation. Et pareil, pouvoir anticiper sur la gravité des sinistres corporels. Vous savez que c'est un des coûts majeurs pour les sinistres auto. Pouvoir détecter à la souscription ce qui définit des causes de sinistres corporels graves. Donc ça, c'est des exemples, hein, mais c'est pas du tout exhaustif. Et ça marche assez bien. On a plutôt beaucoup de candidats. Et puis après, l'idée, c'est que ces candidats, ils se sont formés, ils ont participé au lab, ils repartent chez eux, dans leur service au quotidien, ils ont accès à la plateforme et s'ils veulent lancer un autre projet lab, ils peuvent. On fait aussi ce qu'on appelle des mini-labs, c'est-à-dire qu'ils lancent leur propre projet, ils font un peu appel aux data scientists s'ils ont besoin d'aide, mais ils sortent un peu du programme stricto sensu, mais ça leur permet de savoir utiliser ces données et, encore une fois, d'exploiter toutes les idées qu'ils ont. Ok, ça marche. Merci du coup Antoine et Hélène pour ces éléments de réponse par rapport aux questions que j'avais. Il nous reste environ une petite dizaine de minutes, donc allez-y, toutes les questions sont les bienvenues. N'hésitez pas, que ce soit auprès de Marine également, donc directrice de la conformité, Antoine chez Shift Technologies ou Hélène ou moi-même, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Moi, j'ai une question concernant la plateforme Big Data. C'est des données clients, c'est des données qui sont anonymisées, c'est toutes les données de l'entreprise. Enfin, du coup, c'est... Alors, c'est les données de l'entreprise, et donc y compris les données clients. La seule chose qu'on ne va pas pouvoir mettre en lecture sur la plateforme Big Data, c'est les données médicales, parce que ça, on n'a pas le droit. Mais c'est toutes les données qu'on va récolter. Donc, vous allez retrouver typiquement la base de données clients qu'on appelle BMG, voilà, la base exhaustive, plus les données de sinistre, les données contrats, etc. Toutes les données qu'on utilise aujourd'hui. Ok, merci. Par rapport aux bases de données, si justement nous on est sur des projets où on a identifié un potentiel de base de données par rapport à des contrats non signés, mais dont on a encore des données, avant de se lancer par exemple dans une demande lab, est-ce qu'on a la possibilité d'échanger ne serait-ce que sur un potentiel ou la faisabilité par rapport à ce qu'on a à proposer comme type de document ? Bah oui, Jean-Pierre est là pour répondre. Non, mais bien sûr. En fait, ce qu'on fait, c'est que tous les projets, vous nous les envoyez. Et puis nous, après, on échange. Et effectivement, en fonction de la faisabilité, de ce qu'on sait déjà faire ou de l'utilité. Alors parfois, je passe en COMEX pour faire valider parce que j'ai trop de sujets possibles. Après, des labs, il y en a un tous les 3 mois, 2 tous les 3 mois. Non, je dis une bêtise. Ouais, c'est ça à peu près. Ça dépend de la durée du lab. Donc en fait, ouais, sinon on peut faire, c'est ce que je disais en mini-lab, là ça veut dire que vous avez une personne qui travaille dans votre équipe, je ne sais pas où vous êtes, et qui se fait aider par quelqu'un chez nous. On a plusieurs...
on est assez flexible. Mais voilà, après, si on a trop de projets, évidemment, on va être obligé de choisir, mais on a plusieurs manières de les traiter. Ça peut être soit de les différer dans le temps, soit de les lancer en s'appuyant par quelqu'un dédié à 100% dans une autre équipe et qu'on encadre, enfin qu'on assiste via les data scientists. L'idée, c'était de savoir comment on peut dégrossir pour déjà faciliter la demande, en fait. Il faut venir nous voir. Bien, c'est retenu. Une troisième question question. pour Shift Technology. Vous parliez d'une étape de nettoyage de la donnée. Je voulais savoir ce que ça signifiait. Alors, le nettoyage de la donnée, en fait, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était nécessaire parce que aujourd'hui, en général, quand vous collectez toutes les données qui sont relatives à votre assuré, par exemple, donc ça, c'est un format en général qui est déjà nettoyé, enfin, qui est déjà propre, prêt à être exploité. Par contre, quand on traite les données d'autres entités qui peuvent apparaître dans un sinistre, notamment les tiers, on s'est rendu compte que c'était parfois nécessaire de faire des analyses pour, par exemple, quelqu'un qui va déclarer, enfin, je sais pas, quand vous avez votre assuré, vous avez son numéro d'assuré, donc c'est facile de retrouver comment son nom et son prénom s'orthographient. Mais quand vous recevez un tiers, par exemple, vous avez tendance à l'écrire de la façon dont il le prononce au téléphone, et ce ne sera pas forcément la même manière. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on extrait plein de racines en fait de tout ce qu'on reçoit. Donc, par exemple, on va standardiser le numéro de téléphone, les adresses, les noms et les prénoms. Et ensuite, ça nous permet de les rapprocher malgré des variations syntaxiques ou malgré des différences d'orthographe. Ça nous permet aussi d'éliminer automatiquement certaines valeurs comme non renseignées ou inconnues ou Dr X ou des trucs comme ça. D'autres questions? Ou peut-être que Marine, peut-être que sur la conformité, vous vouliez peut-être non, ajouter quelque chose? Non? Attendez, hop, attends, un micro. Je disais qu'on a parlé de GDPR et son arrivée en mai 2018. Donc, ça ne concerne pas que les compagnies d'assurance. On parle de nous, mais c'est bien toutes les entreprises qui gèrent des données. Hein. Donc, c'est les services, c'est tout le monde. Tout le monde est concerné. Et aujourd'hui, chez Generali, on travaille évidemment en mode projet avec les différents collègues pour pouvoir se mettre en conformité avec la réglementation. Donc, mai 2018, c'est bon, Generali sera bon? En mai 2018, en tout cas, on travaille pour se mettre en conformité. Bon, ça sera bon, on Voilà. parle de ce principe-là. Ok, Merci à tous. Merci du coup à Hélène et Antoine d'avoir eu la gentillesse d'intervenir. Et puis, vous serez tenus informés des prochaines conférences. Je ne crois pas qu'on ait d'autres de prévues en 2017. Donc, je vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine, en 2018, sur plein de nouveaux sujets digitaux. Merci à tous.